Salut mes amis, c'est le dimanche et comme tous les dimanches, nous sommes ensemble pour parler de la bourse, de l'économie, pour faire un tour de la planète économique. Aujourd'hui, je retourne après mon absence la semaine dernière. Maintenant, je suis en pleine forme. On peut continuer à travailler comme on faisait les semaines précédentes. Et cette semaine, je vous rappelle, dans le nouveau format 2023, c'est la deuxième semaine du mois de février. Et c'est la semaine de secteur. Et le secteur que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le secteur hype, c'est le secteur d'intelligence artificielle. Je vais vous présenter également mon nouveau screener que je mis en disposition aux abonnés premium. Si vous n'êtes pas encore, je vous invite à rejoindre notre abonnement premium pour avoir l'accès à tout un tas de screeners et aussi mes suggestions pour le mois. Chaque mois, je publie des idées d'investissement pour 4 profils d'investisseurs. C'est PEA, c'est mes actions chouchou, c'est les actions à dividendes et c'est les actions tranquille biche, les actions qui sont destinées à des investisseurs qui cherchent à minimiser le risque pendant ces investissements en bourse. Je vous rappelle également qu'il existe le club Option Invest parce que souvent j'implémente les stratégies optionnelles et je suis expert dans cette matière. Et donc vous pouvez rejoindre le club Option Invest. Et puis en tant que membre de club Option Invest, vous allez avoir l'accès à la réduction pour les abonnements premium. Donc la semaine dernière j'étais absent, maintenant nous avons beaucoup de travail. J'ai fait une vidéo pendant la semaine où je fais l'analyse des entreprises et j'ai essayé de faire un petit peu le rattrapage parce que j'ai raté la première semaine du mois de février quand nous faisons traditionnellement notre trade du mois. Encore une fois dans le nouveau format 2023. Et donc je sais que cette rubrique elle est assez populaire, elle a trouvé beaucoup de personnes qui ont été intéressées. On a fait de l'argent sur l'action Tesla en mois de janvier. Je présente mes trades ouvertement sur la chaîne Mind Cash et surtout sur mon Telegram qui est mon principal canal de communication. Si vous n'êtes pas encore le membre du groupe Telegram, je vous invite à rejoindre. Toutes les infos comme d'habitude à la description de cette vidéo. Et donc on a fait de l'argent sur Tesla et ce mois-ci nous essayons de faire de l'argent sur d'autres instruments, notamment sur le CAC 40 et sur l'action Atos. Donc là je vous invite à rejoindre Telegram, évidemment c'est gratuit, pour voir ces idées d'investissement que j'ai présentées la semaine dernière dans la vidéo dont le lien s'affiche maintenant sur votre écran si vous ne l'avez pas encore vu. Je ne vais pas perdre votre temps et nous commençons tout de suite par l'analyse technique des 3 indices comme on fait toujours au début des vidéos de Café de Dimanche. Je commence traditionnellement par l'indice S&P 500 parce que c'est le driver principal des bourses mondiales. Et comme nous avons discuté la semaine d'avant que le modèle technique que moi j'utilisais depuis mars 2022, c'est même assez incroyable que n'a pas beaucoup changé, et elle était cassée. Elle était cassée il y a 15 jours avec cette cassure de la résistance autour de 4050 points sur l'indice S&P 500 et maintenant les marchés sont en train de retester cette résistance parce que du coup comme by the book dans l'analyse technique, une fois qu'on a cassé la résistance, elle devient le support et maintenant nous sommes en train de tester cette même zone de support du coup maintenant pour confirmer le changement de la tendance. Est-ce que ce changement de la tendance va être confirmé ou pas? Je n'en sais rien parce qu'il y a des raisons fondamentales pour que ce n'est pas le cas, mais si ce n'est pas le cas, dans ce cas-là, on devrait revenir dans mon ancien modèle. Ça serait vraiment très étonnant si ce scénario se confirme parce que je vois que depuis le début de cette année, nous avons un bull run, clairement un bull run, malgré, vous savez, c'est vraiment quelque chose qu'on vit tous les ans et jamais on prend des notes, jamais on se souvient ce qui s'est passé l'année dernière. Chaque fois, les analystes sortent au début de l'année ou à la fin de l'année, ils sortent des prévisions de tout type. En fait, certains sont très pessimistes, certains sont très optimistes, souvent, généralement, ils sont optimistes. Cette année était particulière parce que la plupart des gérants, la plupart des experts, entre guillemets, ils étaient très pessimistes. Ils parlaient de l'inflation, ils parlaient des taux, ils parlaient de tout et n'importe quoi, de la guerre en Ukraine. Et finalement, on voit le bull run qu'on n'a pas vu depuis un moment. Dès le début de l'année,
et sur le segment qui est le plus sensible aux taux d'intérêt qui sont maintenant au plafond. Et alors, qu'est-ce qui se passe sur cette bourse que ne comprend plus rien? Et bon, moi je vous dis toujours que la bourse, l'économie, tout ce qui est fondamentaux, c'est très souvent décorrélé. Ce n'est pas toujours décorrélé, mais ça peut arriver. Et cette décorrélation, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, tout à coup, spontanément, dès le début de l'année 2023, les actions que tout le monde a presque oubliées l'année dernière, on parlait que de l'action value, se sont retrouvées à la mode et on commençait à investir massivement dans tout ce segment. Et on voit même que les segments qui sont en général recherchés pendant les cycles de croissance économique, comme les segments de biotech, les segments de ce que j'appelle la catégorie C et catégorie D. Ce sont des entreprises de croissance, et la catégorie D, ce sont les entreprises qui n'ont même pas de chiffre d'affaires, qui sont vraiment au début de leur histoire entrepreneuriale. Toutes ces actions se sont retrouvées à la mode, recherchées par les investisseurs. Donc du coup, c'est la fête de Cathie Wood. Vous souvenez encore, cette investisseuse assez particulière qui investissait dans 2021. Elle a fait énormément d'argent sur toutes les actions de hype et après qui se sont dévissées de souvent de 90%. Donc voilà, on va encore en parler parce que dans le secteur que je vais vous présenter aujourd'hui, ces actions sont bel et bien présentes, on va voir quelques-unes, et d'ailleurs j'en ai déjà posté pas mal sur Telegram, les différentes idées dans le segment l'intelligence artificielle. Mais dans tous les cas, si nous parlons des tendances globales sur les marchés, on voit que l'indice S&P 500 ainsi que l'indice Nasdaq encore plus, ils ont cassé leur résistance et maintenant ils sont passés bullish. Ce qui est tout à fait normal parce que ce mouvement bullish devait se transformer à un moment ou à un autre dans une tendance haussière. Et donc, c'est ce qu'on voit sur l'indice S&P 500. Donc, et c'est quelque chose que nous sommes en train de retester à nouveau. À mon avis, ce retest va réussir parce que les marchés restent toujours de très bonne humeur. Et aussi, si on revient dans l'ancien modèle que j'utilisais depuis mars dernier, on va se retrouver vraiment dans une configuration très technique extrêmement particulière, extrêmement difficile à lire. Voilà, dans tous les cas, moi je reste à court terme, encore une fois, je vous préviens, à court terme, je reste haussier. Je pense que l'indice S&P et ainsi que Nasdaq vont pouvoir encore aller plus loin, atteindre les niveaux auxquels je ne m'attendais pas avant, pendant que les marchés évoluaient dans ce canal. Ici, on parle des niveaux. Pour moi, le premier niveau cible de 4300 points. J'aime pas, encore une fois, utiliser les niveaux trop exacts parce que bon, ça ne marche jamais. Déjà, si on je détermine en général des zones de support et des zones de résistance. Donc, pour moi, la zone de résistance, la zone suivante, c'est 4300 points, 4350. Donc pour moi, c'est cette zone que je vais surveiller. Et ce bull run qui, pour moi, n'est pas tellement puissant parce que nous sommes dans une situation où les bulles, les taureaux n'en peuvent plus parce qu'ils ont déjà racheté pas mal de rêves. Et les bears sont pour le moment très faibles. Donc parce que les vendeurs à découvert n'ont jamais réussi ni l'année dernière ni cette année, parce que l'année dernière il fallait vraiment être très bon au niveau de timing. Je n'ai pas entendu parler beaucoup de gens qui pratiquent le short des fonds spéculatifs qui ont fait beaucoup d'argent l'année dernière. Pourtant c'était une année baissière parce que l'année dernière elle était particulière dans le sens où il y a eu la guerre en Ukraine notamment. Il y a eu beaucoup d'événements inattendu, donc c'était très difficile d'élaborer la bonne stratégie pour les années comme ça, où il y a eu des black swans, ce qu'on appelle. Donc aujourd'hui, cette année 2023, bon, heureusement jusqu'à un moment, l'année vient de commencer, mais on n'a pas eu encore de black swan, ni de white swan, si vous voulez, et on peut se projeter en extrapolant, on va dire, le raisonnement logique des marchés, parce qu'on a certaines visions par rapport à la politique de la Fed, par rapport à l'évolution de l'inflation, par rapport à la géopolitique, aussi éventuellement. Et donc là, pour moi, ce qui peut être justifié, sans surprise, bien évidemment, c'est que les marchés continuent à monter, et si on parle de l'indice S&P 500, la première cible, c'est 4003. Je ne m'attends pas le retour dans mon ancien modèle. Voilà. Ça, c'est ma vision du marché pour l'indice principal au monde. Si je regarde un petit peu plus long terme, de point de vue de la tendance, ce qui nous gêne un petit peu sur cette configuration technique, que on n'a pas vu la finalité de ce modèle que je vous ai parlé ces derniers mois, qui devrait normalement se terminer autour des niveaux 3300, 3400. Donc si maintenant on repart à la hausse, on se retrouve dans une configuration technique que j'ai un petit peu du mal à lire parce que il n'y a pas de finalité, parce que chaque mouvement du prix, chaque configuration pour moi devrait se terminer quelque part. Ici on a
failli de toucher le bottom, mais on l'a pas fait, on a reparti à la hausse. Maintenant, on a touché la résistance, et pour moi, on devait normalement, c'est bon, vous le savez si vous suivez mes vidéos, on devait normalement repartir vers là. Mais maintenant, cette cassure que nous vivons aujourd'hui, elle change un peu les plans. Donc ça arrive, c'est l'analyse technique, c'est les probabilités, donc du coup, tous les modèles que moi je fais, c'est pour optimiser mes points d'entrée, pour optimiser les probabilités dans le trading et dans l'investissement également. Mais dans tous les cas, pour moi, je ne vois pas pour l'instant la finalisation de ce schéma technique. Bon, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous voyez le changement de la tendance? Peut-être vous avez un autre modèle que vous utilisez. Et on va pouvoir partager nos avis, pour partager nos analyses, pour arriver à la bonne réponse. Parce que le but, c'est de discuter, le but, c'est d'échanger d'avis, pour éventuellement avoir une stratégie commune, notre stratégie de notre communauté Mind the Cash, pour se projeter avec les marchés qui sont par définition imprévisibles. Et quand c'est imprévisible, on rentre dans le domaine des probabilités, de trading probabilistique. Voilà. Maintenant, je regarde rapidement l'indice Nasdaq. Sur l'indice Nasdaq, nous voyons le même image, sauf que les mouvements sont plus brutaux. Donc l'indice est bien plus volatile parce qu'il est rempli des valeurs technologiques. Les valeurs technologiques, elles sont volatiles surtout l'année dernière à cause de la hausse des taux. Et on voit que sur Nasdaq, la cassure de la résistance, elle est encore même plus évidente, mais on voit exactement la même figure. De toute manière, quand on analyse le Nasdaq et S&P 500, il faut se préparer que les deux indices sont très corrélés, ce qui est tout à fait normal. Et la corrélation vient principalement de la sensibilité aux GAFAM. Les GAFAM, c'est les plus grosses valorisations des indices américains. Et donc, vu qu'ils sont présents dans les deux indices, donc forcément, on observe les mêmes tendances. Donc maintenant, on va regarder le CAC 40. Je ne vais pas m'arrêter trop longtemps sur Nasdaq parce que c'est plus ou moins la même image. Vous savez, globalement, cette semaine, elle n'était pas super intéressante boursièrement parlant, sauf les histoires d'intelligence artificielle dont j'en ai beaucoup parlé sur Telegram et je vais beaucoup parler aujourd'hui. À part ça, c'était une semaine assez pauvre en événements, donc il y a eu quelques trimestriels, mais sans plus quoi. Donc du coup, les marchés, justement, ce qui était intéressant d'observer, comment dans les conditions normales, en fait, une semaine un peu tranquille biche, comment les tendances évoluaient, parce que normalement, dans les conditions comme ça, un petit peu isolées, quand les marchés sont laissés pour soi-même, comment les tendances évoluent, est-ce qu'ils se confirment, est-ce qu'il y a des corrections, etc., etc. Donc, dans la dernière vidéo, quand je vous ai parlé, celle que je publiais le jeudi, j'ai expliqué mon trade avec des options que j'ai présentées dans le Club Option Invest pour jouer la correction sur le CAC 40. On peut voir que d'ailleurs le CAC 40, il s'est corrigé, ainsi que les autres indices comme Nasdaq. Nasdaq, attention, parce on peut avoir l'impression qu'il y a sous-performé, bon c'est vrai en fait, c'est pas que juste une impression, mais il y a la chute de l'action Google, ça on va largement parler aujourd'hui, qui a beaucoup contribué dans cette différence du Nasdaq par rapport aux autres indices. Donc faites quand même attention, entre S&P 500 et le CAC 40, la performance, on va dire anti-performance, elle est plus ou moins en ligne, donc vous voyez presque exactement pareil. Donc nous avons subi une petite correction sur le CAC 40, et moi j'étais positionné, vous voyez encore mes dessins que j'ai fait pour la vidéo précédente. Moi je suis actuellement avec une position assez complexe sur les options qui s'appelle Bear Call Spread. Donc en fait c'est dans cette zone là que j'ai construit ma position, qui est short, mais c'est pas un short agressif. En fait l'avantage qu'avec des options vous pouvez jouer les stratégies exactement vraiment comme les chirurgiens qui représentent votre vision du marché. Ma vision sur le CAC 40, que je ne m'attends pas à une chute de cet indice, mais par contre j'attends une correction et je ne crois pas au passage au franchissement de ces plus hauts annuels. Ces plus hauts annuels et cette hausse récente du CAC 40 est liée principalement liée aux valeurs de luxe et l'appétit vers les valeurs asiatiques. Et vu que le secteur du luxe français, c'est une exposition en direct sur la Chine, et la Chine elle est un petit peu à la mode au début de cette année, donc forcément les valeurs ont monté et ces valeurs ont beaucoup de poids dans le CAC 40. Pour moi, c'est de voir cette situation actuelle technique sur le CAC 40, l'indice européen, est absolument nonsense, tout simplement parce que ce plus haut il a été atteint avant la guerre en Ukraine. Aujourd'hui nous sommes en pleine guerre en Ukraine, nous sommes en pleine inflation.
en pleine pénurie de tout et n'importe quoi. Vraiment, les problèmes macroéconomiques sont graves en Europe, sont plus graves que aux États-Unis, et voir que les indices retournent au niveau avant la guerre en Ukraine, je ne trouve pas que ce soit justifié. Je ne comprends pas sous quel prétexte nous pouvons aller plus loin. Après, on peut dessiner les différents modèles techniques, c'est vrai, mais ce mouvement aussi qu'on voit là, pour moi, c'est quand même assez difficile à justifier de point de vue macro. Encore une fois, je ne suis pas naïf, je sais parfaitement que la macro, l'économie réelle et la bourse, ce n'est pas la même chose, mais nous pouvons voir cette décorrélation que vous voyez sur votre écran, qui est très très visible, surtout sur le CAC 40, pendant les périodes de la politique expansionniste des banques centrales. La politique de la BCE n'est pas du tout expansionniste. En plus, elle est en retard, la BCE elle est vraiment faible, on voit que de point de vue politique, ils n'ont pas énormément d'instruments, contrairement à la Réserve fédérale américaine, donc il n'est pas logique d'avoir les indices de performer aussi bien en Europe, parce que la situation économique, tout simplement, n'est pas bonne. Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, et je voudrais faire un petit commentaire que, malgré que ma vision elle était différente par rapport au marché, il n'était pas très différent, mais il était quand même assez différent. Je ne m'attendais pas à un bull run aussi puissant au début de l'année, ça c'est vrai. Mais en tout cas, le début de l'année, pour moi, c'était vraiment la fête. Comment ça se passe? Pourquoi ça peut arriver comme ça que, disons que j'avais tort sur la tendance générale au début de l'année, mais pourtant je réussis à gagner de l'argent? Parce que j'applique toujours une simple méthodologie, c'est une méthodologie très modeste, où je pars du principe que je ne peux pas connaître l'avenir. Vous savez, souvent, très souvent, les traders font une erreur en biais de confirmation. Donc quand on prend un pari, surtout pour moi, c'est 10 fois plus valable pour vous que pour vous. Pourquoi? Parce que j'expose mon avis au public. Donc là, je me présente d'après vous toutes les semaines, donc il y a 3-4 000 vues, parfois plus. Donc il y en a pas mal de personnes qui regardent et je présente mon avis. Et donc du coup, évidemment, mon biais de confirmation, il est énorme. Mais par contre, dans ma tête, j'ai su détecter ce biais de confirmation et je me reviens toujours sur le bon chemin du trading. En fait, je me dis que le fait que je me trompe, c'est normal parce que je ne peux pas connaître l'avenir. Personne ne peut connaître l'avenir. Celui qui connaît l'avenir, soit c'est un charlatan, soit c'est quelqu'un qui a eu de la chance. Peut-être il a eu de la chance plusieurs fois et c'est une espèce d'un rejet statistique. Donc moi, je ne pars pas dans ce principe-là. Je garde toujours une marge que je peux avoir tort. Donc parfois, il y a des paris qui sont assez évidents, comme c'était sur l'action Tesla le mois dernier. Et même encore, si vous regardez ma vidéo de l'époque, vous voyez très très bien que j'ai quand même des doutes quand je prends une position, surtout sur une position d'une grosse action comme ça, très volatile. J'ai quand même toujours en tête, en plan B, si jamais je me trompe. Et ça, c'est vraiment c'est une attitude que vous devez adopter si vous voulez gagner systématiquement en bourse. Parce que le but, ce n'est pas de gagner tout le temps. Le but, c'est de gagner plus, quand vous gagnez plus que quand vous perdez. Quand vous perdez, il faut sortir rapidement. Ça, ce sont des choses assez évidentes, très souvent mentionnées dans les vidéos sur le trading, mais par contre, ce sont des choses que dans la vie réelle, on ne fait pas réellement parce que justement, on a des différents biais psychologiques qui ne permettent pas de gagner de l'argent. Et moi, quand je vois que la tendance elle est haussière, tandis que même si je pensais que ça ne sera pas le cas, je garde toujours une partie de mon portefeuille qui est exposée sur une autre stratégie, pas celle que moi je vois. Moi, j'ai toujours deux visions, la vision court terme et la vision plus long terme. On va dire, je suis jamais très long terme, je suis moyen terme ou court terme. Et donc, sur la vision de court terme, je peux trader, je peux me hedger, mais par contre, ma vision moyen terme, j'ai toujours des positions longues qui peuvent performer, comme c'était le cas au début de cette année, si jamais ma vision court terme bearish, elle ne se confirme pas. Donc, finalement, je suis dans la situation où je pourrais gagner encore plus, mais j'ai gagné quand même. Vous voyez, donc ça c'est quand même différent, n'est-ce pas? Donc c'est pas comme si j'avais perdu de l'argent, donc parce que je pourrais aussi sortir du marché et commencer à shorter. Dans ce cas-là, je serais perdant aujourd'hui. Et ce n'est pas le cas, justement parce que j'ai toujours ce plan B. Je dis que genre, et si je me trompe, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui se passe? Comment mon portefeuille se confirme si mon scénario court terme ne se réalise pas. Voilà, là je vous conseille aussi de vous remettre en cause plus systématiquement si ce n'est pas encore le cas et avoir cette attitude de quand même ne jamais sortir entièrement du marché, ne jamais être non plus
all-in parce que vous pouvez avoir raison. Si quelque chose vous paraît évident, souvent c'est une erreur. C'est très souvent une erreur. Voilà, ça c'est le petit commentaire pour l'analyse technique. Et je ne vais pas me répéter non plus sur le CAC 40 parce que dans la vidéo qui est suffisamment récente, jeudi, je fais une analyse très approfondie de ce schéma technique. Je vous invite juste de revoir cette vidéo. Je pense que ça va être beaucoup plus simple et on va économiser notre temps pour parler d'autres choses. Maintenant, nous allons regarder très rapidement la macro parce que, comme je viens de vous dire, la semaine n'était pas super riche en événements macroéconomiques. Donc, le tableau de bord, bon, il n'y a pas des énormes mouvements, sauf le 10 ans américain. Le 10 ans américain, il a bien pris, il a bien monté cette semaine. Pourquoi? Il y a eu le discours de Powell. Vous pouvez constater, et je pense que c'est assez évident, c'est rare que c'était aussi évident, c'est que les marchés ne veulent pas accepter la réalité. Je vous dis ça depuis le début de l'année. La Réserve fédérale, dès que l'année 2023 s'est ouverte, ils ont dit qu'on n'est pas content de la hausse des marchés. La hausse des marchés, par contre, il a encore boosté plus. Pour la Fed, le bull run des marchés financiers, c'est un synonyme de pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, c'est le synonyme de l'inflation. C'est aussi simple que ça. C'est très américain parce que les Américains placent beaucoup d'argent en bourse et donc la Réserve fédérale le sait. Et quand la bourse monte, les Américains se sentent riches et ils vont au supermarché. Donc, c'est pas bon. Et la Réserve fédérale, à chaque fois, elle précise qu'on ne veut pas qu'il y ait ce mouvement haussier sur les marchés financiers. Et donc, il y a eu le discours de Jerome Powell avec les journalistes cette semaine. Il a répété encore une fois qu'ils devront probablement monter encore plus les taux directeurs. C'est une mauvaise nouvelle pour les marchés, mais regardez comment les marchés ont réagi. Au début, les marchés commençaient à monter parce que, au même temps, il a dit la phrase qu'il s'attend à une diminution de l'inflation. Donc les marchés, je trouve qu'ils sont dans une espèce de paranoïa. Ils voient que les bonnes choses, ils voient que l'inflation va diminuer, je ne sais pas pourquoi. Par contre, le marché du travail, c'est de la folie aux États-Unis. Il y a eu quelques petites signes de faiblesse disant que la vitesse d'augmentation des salaires, elle a commencé à diminuer. Après, on a eu une micro-nano diminution au niveau des indices CPI. Bon, heureusement, parce qu'on était vraiment à des niveaux absolument stratosphériques. Donc c'est normal qu'on redescend à peu près de ces niveaux-là. Mais fondamentalement, aujourd'hui, l'économie ne donne aucun signe de faiblesse. Mais je vous répète que la Fed, elle veut qu'il y ait de la faiblesse, il veut qu'il y ait une sorte d'une récession contrôlée par la Fed pour justement prendre le contrôle sur l'inflation. Et donc sans doute l'événement le plus important de cette semaine, le discours de Powell, il était adressé au marché. Il a dit clairement et simplement qu'on va encore monter les taux s'il le faut et qu'il s'attend à une diminution de l'inflation. Mais ça, c'est pas une nouvelle. Je ne sais pas pourquoi les marchés ont pris ça positivement parce que, bon, évidemment, il s'attend à une diminution de l'inflation parce que tous ces efforts sont directement adressés à l'inflation pour diminuer cette inflation. Ça m'étonnerait s'ils disent que, vous savez, cette année, je m'attends que l'inflation augmente encore plus que prévu. Donc, ça serait vraiment pas très logique, n'est-ce pas? Et donc, les marchés, ils retiennent uniquement les bonnes choses et ils commencent à monter et donc du coup ils ont commencé à monter, même si cette semaine c'était une semaine d'une petite correction, mais vraiment la correction très très légère. Donc aujourd'hui nous sommes face à un phénomène très particulier. Les trimestriels ne sont pas bons, en tout cas moi je les surveille de près, je ne vois pas des grosses surprises. Il y a eu de bonnes surprises sur certaines actions, notamment Disney, notamment Netflix, mais ce n'est pas des drivers industriels. Par contre sur toutes les autres actions, notamment les GAFAM, qui étaient les drivers des tendances positives des marchés pendant des longues mois, et par contre là on a eu pas mal de déceptions. Donc voilà, nous sommes dans la situation assez particulière où que les bulles n'arrivent plus à monter parce que ça devient de plus en plus difficile de trouver les justificatifs pour la hausse des marchés. Pour le reste, nous sommes dans la zone de normalité. On est sur le pétrole, il n'a pas eu de gros mouvements. On a eu sur le VIX, on a un petit peu remonté à la fin de la semaine, mais on reste quand même à des niveaux relativement bas. Bon, bref, sur le plan macro, il n'y a pas des gros changements. On va regarder rapidement aussi les indicateurs économiques et comme vous pouvez voir également que la semaine elle était très pauvre. Il y a eu Initial Jobless Claims, c'est encore le chômage et la publication elle était légèrement dans le sens de la Réserve fédérale. Je pense que c'est la première publication négative sur le chômage que je vois depuis plusieurs semaines déjà.
Bon, la différence, elle est vraiment minuscule, donc c'est pas nécessairement très représentatif. On reste quand même sur le marché d'emploi extrêmement fort aux États-Unis. Voilà, mes amis, je pense qu'on va pas perdre le temps aujourd'hui sur la macro, parce que bon, il n'y a pas grand-chose qui s'est passé cette semaine, sauf le discours de Powell qui était largement prévisible. Il n'a pas dit grand-chose de nouveau. Et nous allons directement passer sur le sujet principal de cette vidéo, c'est l'intelligence artificielle. Allez, c'est parti. Sur le site moneydecash.fr, dans la rubrique screener, maintenant vous pouvez trouver les différents screeners que moi je présente. Donc les premiers 4, ce sont les idées d'investissement, donc selon les 4 profils d'investisseurs que je vous ai déjà expliqué au début de la vidéo. Et thématiques, ce sont les autres screeners. En fait, ça, c'est pas des idées d'investissement, c'est juste les actions par secteur principalement pour pouvoir suivre l'évolution de ce secteur et quelles sont les actions qui représentent le mieux un secteur donné. Donc quand vous rentrez dans sur cette page-là, donc vous allez voir des différents screeners, donc notamment le metaverse, la voiture électrique, les biotech, les énergies renouvelables et les REIT, les foncières cotées. Et l'intelligence artificielle, c'est le screener que moi j'ai créé la semaine dernière avec le hype qui s'est levé autour de ChatGPT. Donc ça, c'est le sujet principal de cette vidéo. Donc je me suis concentré pas mal, comme vous avez pu remarquer si vous faites partie de ma chaîne Telegram, sur l'intelligence artificielle. Je vais me féliciter un tout petit peu parce que l'intelligence artificielle, c'est le secteur dont je vous parle depuis au moins 2 ans, mes amis. Donc je vous disais toujours que les secteurs comme Metaverse, comme l'intelligence artificielle, ce sont des secteurs d'avenir et il faut toujours les suivre. On ne sait pas exactement à quel moment ça va tirer. Ok, ça a tiré en février, fin janvier 2023 pour l'intelligence artificielle. On a eu déjà une première vague de hype sur le Metaverse l'année passée, bon, il y a 2 ans plutôt. Et quand est-ce que ça sera une deuxième vague de hype? On ne sait pas. On va voir que les actions d'intelligence artificielle ont aussi vécu un hype extraordinaire en 2021. Donc, en grande partie, ce hype il était grâce à Cathie Wood avec ses fonds super orientés à la techno. Et maintenant, en février 2023, ces actions, après avoir chuté de 90% parfois pour certaines, elles seront en train de se retrouver une deuxième vie. Donc c'est vrai, et donc ça donne l'espoir à des personnes qui ont investi dans les fonds de Cathie Wood que un jour leurs actions retrouvent un peu le PRU. En revanche, aujourd'hui, il y a bien plus de raisons de croire dans ces investissements parce que la situation est en train de changer, parce que l'intelligence artificielle est en train de s'intégrer dans notre vie quotidienne. Et comment elle s'intègre dans notre vie quotidienne progressivement? J'ai essayé d'expliquer dans les articles que je publiais, 2 articles que je publiais la semaine dernière. La première, c'est Microsoft et Google, c'est la grande bataille pour l'intelligence artificielle autour de ChatGPT. Et là, l'action qui est en pleine hype, en plein vent en poupe, qui est C3.ai, c'est le ticker AI, c'est un pur player de l'intelligence artificielle, qui a d'ailleurs s'est cassé la figure de 87% depuis son plus haut, qui a été atteint en 2021. Et cette action, justement, elle revient sur le premier plan, et très probablement, j'essaie d'analyser dans cet article-là, que cette action sera le prochain grand gagnant de cette guerre de l'intelligence artificielle qui s'est ouverte spontanément, on ne s'attendait pas, entre Microsoft et Google. Vous savez, même moi qui suivais ce secteur, j'ai raté complètement ce mouvement. En effet, je m'attendais que cette bataille dans l'intelligence artificielle devrait s'ouvrir entre les grands acteurs, typiquement Metaverse, Google, Amazon et Microsoft. Microsoft, ça fait un moment, je sais qu'ils sont à fond dans l'intelligence artificielle, mais par contre, je ne m'attendais pas qu'ils vont sortir leurs armes sur le terrain de bataille où le moat de Google est absolument incontestable. Ce sont les moteurs de recherche. Donc évidemment, je pense que tout le monde utilise Google. Ah d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires quels sont les moteurs de recherche que vous utilisez. Est-ce que c'est Google ou est-ce que c'est Bing de Microsoft? Je vais peut-être lancer un sondage sur la chaîne Telegram pour voir comment la communauté moneydecash, quels sont les systèmes de recherche que vous utilisez. Mais je suis quasiment persuadé que Google va gagner, mais par contre, ce qui m'intéresse, c'est le pourcentage surtout. Aujourd'hui, les parts du marché de Bing, c'est de l'ordre de 9% seulement. C'est vraiment rien du tout. Et Google, elle est largement dominant dans tout ce que est recherche
sur Internet. Et Microsoft, elle sort vraiment une arme nucléaire dans ce domaine en disant que tiens, on va intégrer le système de OpenAI, le développeur de fameux ChatGPT qui est maintenant en vent en poupe, qui en parle de partout. Franchement, c'était incroyable. J'admire comment notre société fonctionne parfois parce que ChatGPT, peut-être je suis en retard avec les technos, mais à la fin de l'année dernière, je ne m'entendais pas du tout parler de ce que c'est. Bon, évidemment, je n'étais pas son utilisateur, et spontanément, quelque part, au milieu du mois de janvier, tout le monde commence à en parler, et Microsoft, elle, annonce qu'elle va intégrer maintenant dans le navigateur Bing, le système de chatbot, en fait, de recherche avec l'intelligence artificielle. Imaginons quel monde on peut avoir demain. Aujourd'hui, quand on tape sur Google, avec des mots-clés, avec des références, etc., on retrouve l'information que ça marche plutôt bien. Mais demain, on peut demander à notre navigateur de résoudre tout un tas de problèmes, et le navigateur va nous répondre après avoir une recherche fouillée, en fait, une recherche vraiment basée sur l'intelligence artificielle, une réponse complète. Ça sera vraiment le monde d'avenir, comme vous savez, quand vous regardez parfois dans les vidéos des fantastiques, que vous allez appuyer quelque chose, l'ordinateur va prendre les décisions, va vous expliquer tout, etc., etc. Donc ça va être vraiment une interaction comme si c'était un humain en face qui va vous expliquer, vous faire découvrir une certaine chose. Donc du coup, je pense que dans le monde à venir, on va passer beaucoup de temps à parler à ces chatbots. Je ne sais pas si c'est bien ou pas, donc après je sais qu'il y a différents avis. Ça va réduire évidemment l'interaction humaine parce que le chatbot va être plus intelligent que la plupart de nos amis, malheureusement. C'est quasiment certain que l'intelligence artificielle peut remplacer des discussions entre les humains, mais ça c'est un sujet plus philosophique et c'est évidemment hors scope pour la chaîne Mind the Cash. Ce que n'est pas hors scope, comment gagner de l'argent dans ce secteur, et c'est pour ça que j'ai lancé le screener où les actions qui en font partie ont déjà des belles performances. Et donc là, aujourd'hui, nous allons voir avec vous quelles sont les actions qui représentent le mieux, quelles sont l'analyse technique, et on va faire un petit peu dans le mode express aussi l'analyse de ces valeurs. Je commence par Alphabet ou Google, et on voit que l'action elle a subi une véritable chute. Franchement, du jour au lendemain, après l'annonce de Microsoft de l'intégration d'un système du style ChatGPT dans leur système de recherche, l'action a chuté de 12%. Et demi. Ça, c'est pour une action de catégorie A, l'action qui est souvent vue comme assez défensive, avec un énorme moite. C'est une chute quand même extraordinaire. En fait, je vous admets que pour moi, c'était quand même aussi assez surprenant de voir une chute d'une valeur de telle qualité et aussi puissante. Pourtant, c'est ce que s'est passé et nous devons vivre avec pour ceux qui ont l'action Google dans le portefeuille, comme moi d'ailleurs. Mais par contre, j'ai aussi l'action Microsoft, donc, et même plus que Google. Parce que depuis un moment, si vous vous souvenez, que je vous disais que l'action Microsoft que moi aujourd'hui je trouve une des meilleures au monde, peut-être même la meilleure, et finalement évidemment mon exposition a été assez important. Donc l'analyse technique fonctionne toujours parce qu'on s'est arrêté exactement sur les 50 moyennes mobiles, mais par contre je deviens pessimiste. C'est pour ça que comme vous pouvez voir que sur mon screener, l'intelligence artificielle, je suis passé sur conserver l'avis sur l'action Google, et actuellement, bon, après mon niveau il a déjà été atteint parce que moi j'ai fait ce screener le 7 ou le 8 février. Donc l'objectif il est déjà en dessous de mon support que moi je voyais. Donc c'est pour ça je suis très très vigilant par rapport à Alphabet. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que Alphabet, dans la situation actuelle, il me paraît quand même un peu plus risqué de point de vue de profil de son fonctionnement parce que son principal business est menacé. Je ne dis pas que nécessairement cette menace va se concrétiser. Il faut quand même toujours rester raisonnable et objectif. Google, il a énormément du savoir-faire dans la matière de recherche sur Internet et aussi sur l'intelligence artificielle. Il était présent depuis longtemps. Il était présent depuis presque autant de temps que Microsoft. Et le fait que Microsoft sort aujourd'hui avec le système de recherche basé sur l'intelligence artificielle, ça ne veut pas nécessairement dire que Google n'a pas des solutions similaires. Et c'est pas le cas, c'est ce que je présentais dans des deux articles que j'ai publiés la semaine dernière. Je disais que justement Google il s'est mis à intégrer aussi un système de style intelligence artificielle dans son système de recherche. Mais le problème c'est que c'est vu comme une solution de secours.
Il y a un avis que j'ai lu dans différents journaux quand j'ai essayé de creuser le domaine, c'est que Google, depuis un moment, il se prépare à intégrer l'intelligence artificielle dans ses systèmes de recherche. Je peux facilement croire à cette hypothèse. Et par contre, il attendait pour profiter au maximum de systèmes de recherche actuels, parce qu'il cherchait le bon moment pour s'y intégrer. Voilà, c'est ça une des visions, parce que je vous présente des différents avis. Ce ne sont pas nécessairement des sources auxquelles je crois à 100%, donc ça ce sont des avis, on va dire, des certaines personnes qui creusent pas mal ce domaine d'intelligence artificielle, donc du coup je ne peux pas vous dire que c'est un avis évidemment confirmé, mais par contre ça ne m'étonnerait pas que Google évidemment se prépare à se lancer dans l'intelligence artificielle pour son système de recherche. Par contre peut-être qu'il ne voulait pas le faire maintenant, et maintenant il est obligé de le faire parce que sinon il peut céder la place à Microsoft. Et vu qu'il est dans le mode de rattrapage actuellement sur son principal business, évidemment ça le met dans une position de faiblesse, et cette position de faiblesse se transforme dans les cours boursiers qui sont en forte baisse, même très forte baisse, et je pense que cette baisse peut continuer parce que je ne suis pas certain que la moyenne mobile de 50 jours pourra servir d'un support, et on peut aller chercher le plus bas récent qui se trouve autour de 86-85 $ par action. Est-ce qu'on doit enterrer Google? Non, bien sûr que non, parce que forcément ils ont des technologies et forcément ils vont à un moment donné pouvoir donner une riposte à Microsoft. Mais par contre, quand est-ce que cette réponse sera de même qualité? En quel état sont leurs recherches de l'intelligence artificielle? Évidemment, ces entreprises ne communiquent pas dessus parce que c'est un secret entrepreneurial, j'imagine. Et maintenant, c'est un pari. Parce qu'on ne sait pas, peut-être leur système d'intelligence artificielle n'est pas totalement prêt. Ils vont commencer à intégrer quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Et ça va très rapidement ils vont perdre du terrain sur leur domaine principal, là où il est vraiment la vache à lait de résultats de Google et Alphabet. Et dans ce cas-là, effectivement, demain, nous pouvons vivre dans un monde qui est très différent du point de vue du système de recherche, où Microsoft va prendre la première place dedans. Mais ça, c'est juste une hypothèse. Peut-être c'est pas le cas. Peut-être qu'ils ont gardé justement leur technologie de l'AI pour le meilleur moment, et maintenant ils sont obligés de sortir les armes, et peut-être leur système de recherche sera toujours le meilleur au monde, et peut-être même meilleur de point de vue de l'intelligence artificielle. Je ne peux pas le dire, mais en tout cas, le rapport des forces est actuellement pour Microsoft, parce que le momentum a été gagné par la création de Bill Gates, et Google, maintenant, il rattrape. C'est incroyable. Au début de l'année, il y a encore quelques semaines, on ne pourrait pas croire que Google pourrait être vraiment un petit peu bougé sur son terrain des systèmes de recherche. Et pourtant, vous voyez comment le monde technologique change rapidement. Il faut savoir s'adapter à ce monde en mutation permanente. Et donc là, on voit, il y a maintenant une grosse incertitude qui vole sur l'action Google. Et je trouve qu'elle peut, de point de vue de humeur du marché, se retrouver un petit peu dans la même situation comme Meta était il n'y a pas longtemps, quand son business principal des réseaux sociaux était remis en cause, parce que Facebook, elle perdait de vitesse, peut-être pas Instagram. Après, les marchés, comment en général les marchés réfléchissent? Les marchés sont jamais efficients. Pourtant, il y en a certains qui pensent qu'ils sont toujours efficients, mais la réalité est telle qu'ils ne sont jamais efficients. Les marchés, ce sont des psychopathes. Ils sont des psychopathes de point de vue l'euphorie positive, comme on a vu cette semaine, comme on a vu les semaines précédentes, qu'on ne voit que des bonnes choses dans le monde, mais ils sont aussi psychopathes dans les baisses, pendant les baisses, quand on voit un problème, comme c'était pour Meta, et on commence à vendre jusqu'au plancher, et est-ce que ça ne va pas arriver avec Google? Et c'est ça la question que je vous pose dans les commentaires. Est-ce que Google ne va pas subir le même désamour des boursiers, des investisseurs, où le poids du Google dans les portefeuilles des grands gérants va diminuer? Je pense que ça peut être le cas, malheureusement. Voilà, donc du coup, le Google est en danger, et je ne suis pas du tout certain que c'est le moment d'y rentrer. Même quand on va toucher 85, je pense que je vais être assez vigilant. Maintenant, je vais regarder l'action Microsoft, c'est le plus grand concurrent maintenant du Google. Et là, je vois très facilement, franchement, c'est tout l'inverse, mon analyse.
c'est que le niveau de 300 $, pour moi, il doit obligatoirement être atteint à un moment donné. Donc, j'ai pas envie aussi d'inciter à l'investissement parce que je n'ai pas droit. Je vous rappelle que je n'ai aucun droit de donner des conseils d'investissement. Ce que je vous transmets, ce n'est que ma vision personnelle. Vous devez faire votre analyse de votre côté et prendre votre décision. Mais pour moi, dans la situation actuelle, avec le hype qui tourne autour de Microsoft, je ne vois pas pourquoi il ne devrait pas atteindre sa résistance de 300 points. En plus, c'est un chiffre rond. En plus, ça correspond pile poil avec le retracement de Fibonacci. Donc pour moi, sur Microsoft, c'est la première cible, c'est 300 $. Et je vous promets que j'étais très honnête avec ce schéma de retracement de Fibonacci. Je ne l'ai pas adapté pour coller à mon scénario, non, pas du tout. Je l'ai juste mis tout con, et tout de suite, j'ai tombé sur un niveau que moi, de toute manière, je voyais avec d'autres indicateurs. Donc, 2 points de vue technique, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, je vois, éventuellement, on peut peut-être baisser jusqu'à la moyenne mobile de 100 jours, mais on devrait repartir. Bon, peut-être ça va être un petit peu plus compliqué que la ligne droite, évidemment, mais on devrait arriver assez rapidement à 300 points. Pas points, mais surtout les 300 $, en fait, voilà. Donc, c'est pas les indices. Donc, pour Microsoft, je reste très positif. Pour Google, je passe en conservé, je garde les actions. Pour le moment, je ne diminue pas ma position, même si je commence à m'inquiéter parce que j'ai l'impression qu'on peut se retrouver avec Google, avec cette nouvelle imprévue. On peut se retrouver dans le même pot qu'avec Meta il n'y a pas encore longtemps. Voilà, il faudra être patient, il faudra devenir l'investisseur long terme pour que l'action atteigne notre PRU. Maintenant, je reviens sur mon screener. Vous savez, les screeners, c'est vraiment génial parce que ça permet, chaque fois quand je les mets à jour, ça me permet de voir les grandes tendances dans les secteurs qui m'intéressent. Il y en a déjà pas mal, donc du coup, ça me prend beaucoup de temps pour maintenir ces screeners. Et par contre, ça me permet de voir aussi l'évolution, quels sont les grosses tendances qui se forment, et du coup je les communique dans mes lettres mensuelles Mind du Cash Premium, et aussi dans les commentaires. Vous voyez, sous chaque action, je mets, bon, sous beaucoup d'actions dans les screeners, je mets mon commentaire si j'ai un avis. Bon, parfois je n'ai pas d'avis, du coup je me mets juste ce que c'est comme entreprise, qu'est-ce qu'ils font. Mais si j'ai un avis, je mets également les petits commentaires, qu'est-ce que je pense par rapport à cette valeur à chaque fois. Voilà, maintenant, pour Baidu, c'est autre chose, parce que je ne veux pas rester longtemps sur cette valeur, et en plus on l'a regardé il n'y a pas si longtemps. Bon, encore une fois, tout se tourne autour de la Chine, parce que j'ai un petit peu du mal à présenter les valeurs chinoises sur ma chaîne, parce que je sais qu'elles sont très risquées, même si on peut faire des belles affaires, mais le problème c'est juridique. Je répète à chaque fois, c'est presque un disclaimer, c'est que nous, les occidentaux, nous ne pouvons pas investir sur les valeurs chinoises en direct. Donc du coup, on passe par des coquilles vides qui sont sur les îles Caïmans, je ne sais plus où. Et si jamais l'État chinois s'engueule avec les Américains, on risque de tout perdre sans que l'entreprise fasse faillite. Donc ça, c'est vraiment toujours un commentaire que je suis obligé de dire. C'est un peu comme, voilà, comme un disclaimer que je n'ai pas le droit de donner de conseils d'investissement, que faites beaucoup attention, parce qu'investir dans Google et investir dans Baidu, ce n'est pas du tout le même risque, parce que si Google, vous allez perdre de l'argent si Google va avoir des problèmes, mais vous pouvez perdre de l'argent sur Baidu, même si Baidu en elle-même n'a pas des gros problèmes. Donc ça, c'est vraiment une énorme différence. Donc, pourtant, c'est toujours la même thématique, toujours l'AI. Ils ont aussi leur système de recherche avec de l'intelligence artificielle. Mais ici, je pense que la bataille, il est beaucoup moins directe, parce que Baidu ne performe pas sur le même marché que Google et Microsoft. Parce que Google et Microsoft sont des concurrents directs. C'est le monde occidental, c'est là où il y a le plus d'argent, où il y a plus du monde. Et bon, plus du monde, oui et non, parce que bon, Asie, Chine, l'Inde, c'est toujours... il y a beaucoup du monde aussi, mais quand même, les plus gros profits se font quand même dans le monde occidental, toujours. Et donc, ça, c'est la concurrence vraiment directe. Et en plus, il peut détrôner Google. Microsoft peut détrôner Google dans certains scénarios. Par contre, détrôner Baidu sur les recherches en Chine, ça va être très compliqué, parce que de toute manière, dès que ça commence à arriver, l'État chinois va se mettre en créneau et dire que non, stop, on va préférer nos systèmes de recherche. Voilà. Donc ici, je ne pense pas qu'on a les mêmes phénomènes, on peut appliquer le même raisonnement. En revanche, si vous voulez avoir une exposition sur les systèmes de recherche dans un secteur beaucoup moins concurrentiel là-bas que ici,
ça peut être une bonne chose si vous croyez que les relations entre la Chine et les Occidentaux vont rester plutôt vont rester constructifs. Voilà, c'est ce que je veux vous dire. Ensuite, je vais vous montrer une valeur qui a fait beaucoup parler d'elle, c'est C3AI, le ticker AI. Et c'est une valeur aussi qui fait partie du hype actuel, mais vraiment peut-être le plus que même les autres. Et cette valeur C3AI sur le hype de ChatGPT, etc., elle a pris ni plus ni moins de 147% depuis le niveau récent. Bon, après, si on prend vraiment le début du hype, c'est un peu moins, mais ça reste quand même doublé, hein, en fait, plus de 100%, cette valeur, elle a pris en bourse. Après, elle s'est corrigée, ce qui est normal, parce que bon, quand on observe des mouvements comme ça, c'est un petit peu comme GameStop, des choses comme ça, on voit des corrections aussi très fortes, parce qu'après la hausse de 110%, on a eu une correction de même pas 30%, c'est pas énorme encore, donc, mais elle s'est corrigée quand même. Et cette action, je vous rappelle, si je regarde un petit peu le graphique plus grand, donc cette action, elle se trouve toujours en perte depuis 2021. Je crois que c'était une des actions de Cathie Woods. Et aujourd'hui, elle est toujours à moins 62%, pardon, 63% par rapport à ses plus hauts de l'année 2021. Donc vous voyez que en 2021, ça c'est vraiment la psychologie humaine, on voulait payer pour cette action 75 $ et il n'y a pas longtemps, on ne voulait même pas payer 12. Donc vous voyez, et pourtant, cette valeur, que maintenant il commence à montrer du réel et il va certainement participer dans cette vague de l'intelligence artificielle. Donc c'est maintenant qu'il fallait investir et pas en 2021 quand Cathie Wood ou tous les investisseurs comme ça étaient en train d'acheter cette valeur. Parce que c'est vrai que maintenant, pour revenir à ce niveau de l'année 2021, il faudra être patient, il faudra être investisseur long terme, parce que pour que cette valeur revienne à ces niveaux-là, il faudra qu'il y ait des confirmations de sa place sous le soleil dans le monde d'intelligence artificielle. Je ne vais pas vous cacher que moi j'ai pris une position optionnelle, je l'ai publié également dans le club Option Invest, mais par contre là il n'y a rien de compliqué. J'ai pris juste des calls assez long terme sur cette action pour justement jouer éventuellement le hype sur les valeurs d'intelligence artificielle. J'avais déjà des actions d'intelligence artificielle, on va en parler, je vais vous présenter encore quelques-unes. Parce que c'est un secteur qui me passionnait depuis déjà un certain temps. Il y a eu des vidéos sur ma chaîne il y a 1 an et demi sur l'intelligence artificielle. Je ne vous cachais pas que pour moi c'est le secteur d'avenir. Certains se moquaient de moi, même à un moment donné, un peu comme sur le Metaverse. Vous savez, il y en a toujours maintenant qui se moquent de moi parfois sur le Metaverse, parce que je disais, ça, on a l'impression qu'on a oublié de Metaverse maintenant. Mais est-ce qu'il ne va pas revenir de cette manière-là, du jour au lendemain, bums, et demain, spontanément, il y a un gros système qu'on utilise au quotidien et qui passe en Metaverse, et toutes les actions Metaverse vont s'envoler vraiment dans la stratosphère. Faites attention parce que les entreprises qui sont positionnés sur ce secteur, elles vont pas vous révéler tous leurs projets du jour au lendemain. Ils vont rester en cachette, ils vont rester secrets, comme fait Mark Zuckerberg en ce moment, mais ils vont vous déployer du jour au lendemain, dire voilà, ça c'est le produit, et c'est là, ça va créer du hype. Et c'est très difficile de ne pas être en retard dans ces situations si vous attendez la confirmation de la tendance. Donc il faut identifier comme une partie intégrante de votre stratégie d'investissement, identifier les secteurs d'avenir. Pour moi, c'est les énergies renouvelables, pour moi, c'est le metaverse, pour moi, c'est l'intelligence artificielle. Si vous voulez être, on va dire, cross-secteur, c'est très simple, vous pouvez investir dans les semi-conducteurs, parce que les semi-conducteurs vont être dans tout ce que je viens de mentionner. Et aussi pour les AI, il y a des pure players dans les semi-conducteurs qui sont vraiment orientés AI et ce qu'on appelle le edge computing. Et donc, si vous investissez dans les semis, vous êtes quasiment certain de participer dans tous ces phénomènes. Donc du coup, c'est un secteur AI, c'est presque... Pardon, le secteur de semi-conducteurs, pour moi, toujours, il faut être présent quasi systématiquement, mais par contre, avec des positions plus opportunistes, je me positionne sur des valeurs AI. Ici, avec ces trois, j'étais en retard, je ne l'avais pas dans mon portefeuille. Les autres, je les avais, les deux actions que je voulais vous montrer aujourd'hui. Mais sur celle-ci, je suis un petit peu en retard, donc du coup, j'ai dû prendre la position dans la foulée. Et cette position, j'ai partagé avec mes abonnés pour Option Invest.
Société C3AI, elle est spécialisée dans dans l'intelligence artificielle pour les entreprises. Grosso modo, c'est B2B. Il propose un service d'intelligence artificielle pour optimiser le fonctionnement d'une entreprise. Donc là, je pense que c'est vraiment quelque chose qui va marcher. Bon, après, on ne sait pas quand est-ce que ça va marcher, qui seront les autres acteurs qui vont concurrencer C3AI. Et en plus, elle fonctionne dans le mode SAS, qui est le plus rentable avec des abonnements. Vous savez qu'on aime tous, hein, genre c'est les entreprises qui ont le plus de cash, comme Adobe, comme maintenant Microsoft. En fait, dès qu'ils passent sur le mode de souscription, le mode SAS, tout de suite, ça commence à vraiment de créer des cash flows très très stables. Et donc C3AI, ils sont déjà là-dessus et ils sont sur le secteur qui est en pleine expansion. Donc du coup, moi j'ai pris une petite bille, on va voir qu'est-ce que ça donne. Et je suis assez content, je l'ai pris justement au plus bas de cette correction que nous avons vue à partir des plus hauts. Donc je pense que ce n'est que le début de l'histoire. Si cette histoire est vraie, si cette histoire se confirme, ce n'est que le début, c'est quasiment certain. Après, c'est toujours le pari, c'est toujours des sociétés de la catégorie D, il faut faire attention. Une autre société de secteur d'intelligence artificielle, mais cette fois c'est les data, en fait c'est le data analysis avec l'intelligence artificielle, c'est Alteryx. Ceux qui sont avec moi depuis longtemps, c'est une action que j'en ai déjà parlé au tout début de ma chaîne. Et cette ligne que j'ai avec depuis très longtemps, c'est une de mes plus vieilles lignes, avec un très bon PRU. Mon PRU, il était à 55, je crois. Après, ça montait à 150. J'ai fait du trading à court terme, etc. Bon, bref, il y avait tout, il y avait des gains et des pertes sur cette valeur. Mais grosso modo, j'ai toujours gardé la ligne parce que justement, je suis dans l'esprit investisseur. C'est un secteur d'avenir et j'ai gardé cette ligne avec un très bon PRU, qui me permet justement de bénéficier actuellement de la hausse qu'on a vue sur ce titre. Aujourd'hui, mes amis, il faut faire attention parce que le secteur d'intelligence artificielle est à la mode et les résultats trimestriels sont très souvent interprétés de manière positive. C'est pour ça que j'ai renforcé ma ligne Alteryx 2 jours avant les résultats. Les résultats sont sortis, en plus il était bon et l'action a bondi de 12%. Donc vous voyez, donc cette grosse bougie, quand on est ressorti dans le canal, et en fait j'ai encore amélioré mon PRU, et actuellement je suis gagnant sur cette ligne, et ça c'est très bien. L'action Alteryx, elle est sortie du canal, c'est pour ça que j'en parle. Maintenant, on peut parler d'un retournement de tendance, on peut sortir de ce canal de correction baissier pour entamer un mouvement haussier. Attention, encore une fois, c'est la catégorie C, ce sont des actions qui ont beaucoup de croissance mais très peu de résultats, donc la volatilité va être énorme, le hype peut retomber, tout peut arriver avec ces valeurs-là, vous devez quand même faire votre analyse et surtout, soyez diversifiés. Ça, c'est vraiment important. Et pour pouvoir rester diversifié de manière efficace, je crée toutes ces screeners qui sont disponibles aux abonnés Mind Cash Premium, les screeners par secteur où vous pouvez faire votre propre stock picking. Voilà mes amis, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça a été utile. Donc c'est la deuxième semaine, c'était la semaine du secteur, et notre secteur aujourd'hui c'était l'intelligence artificielle. S'il vous plaît, n'oubliez pas un like, ça c'est super important pour soutenir la chaîne Mind Cash, et partagez cette vidéo et inscrivez-vous bien évidemment si ce n'est pas encore le cas. Je vous souhaite le meilleur, passez un très bon dimanche et à bientôt, bye bye.